Retour sur le plateau d'Alsace 20, départemental 2015. Bas-Rhin, la semaine dernière avec Mathieu Chanvillard, nous accueillons les forces politiques du Haut-Rhin. Aujourd'hui, c'est le Bas-Rhin. Alors Mathieu, salut. Bonsoir Lionel. Et quelles sont les forces en présence ce soir sur cette première table ronde? Alors pour ces 20 premières minutes, André Münchenbach pour le parti Unserland. Vous êtes vous-même candidate dans le canton de Schiltigheim. À vos côtés, Pascal Jourdan-Pfeiffer pour l'UDI, candidate également dans le canton de Strasbourg 6. Et un homme quand même, Éric Amier, candidat dans le canton de Henheim pour les couleurs de l'UMP. Voilà, et c'est la première fois que nous aurons 3 femmes, et c'est pas fait exprès, et 3 hommes dans ces 2 débats. On recevra dans 20 minutes le FN, le PS et Europe Écologie Les Verts. Place à présent à un petit décryptage départemental 2015, mode d'emploi. Tout le monde parle des départementales qui approchent à grands pas. Mais est-ce que quelqu'un sait vraiment de quoi il est question ? En fait, c'est le nouveau nom donné aux ex-cantonales depuis une énième loi du gouvernement. Du coup, les conseils généraux deviennent des conseils départementaux et les conseillers généraux s'appelleront des conseillers départementaux. Effectivement, il y avait bien un point où François Hollande avait raison. Eh bien, le changement, c'est maintenant. Par contre, ce qui ne change pas, c'est que l'élection se passera toujours au niveau des cantons, mais des cantons redécoupés. Dans le Bas-Rhin, on passe de 44 à 23 cantons et dans le Haut-Rhin, de 31 à 17. Dans chacun de ces nouveaux cantons alsaciens sera élu un binôme, ce qui fera un total de 46 représentants du futur conseil départemental du Bas-Rhin et 34 dans le Haut-Rhin. Ainsi, sur chaque bulletin figurera non pas un, mais 2 noms, obligatoirement ceux d'un homme et d'une femme. Et c'est la grande nouveauté de cette élection. Il en aura fallu du temps pour avoir la parité en politique. Et les missions de ces conseillers élus pour 6 ans sont notamment l'action sociale, comme le versement du RSA, la dépendance, les routes départementales et les transports scolaires. Bref, ils et elles auront du pain sur la planche. Voilà, 20 minutes de débat à partir de maintenant. Tirage au sort, on l'a fait tous ensemble il y a quelques minutes. Sachez que vos interventions, le CSA impose qu'elles soient chronométrées. Vous avez à peu près 6 minutes chacun. Et André Münchenbach, le sort vous a désigné pour ouvrir cette première table ronde. Je vais vous donner peut-être 45 secondes, 1 minute, pour nous dire pourquoi il faut voter pour les candidats Unserland. L'heure est particulièrement grave pour l'Alsace puisqu'elle est tout simplement condamnée à être rayée de la carte, avec le consentement des partis traditionnels, des partis parisiens. Et donc, plus que jamais, l'Alsace a besoin d'être défendue par des hommes et des femmes engagés en sa faveur, et il est important d'avoir un parti régional. Si les Basques, les Bretons et les Corses n'ont pas été entamés comme nous on l'a été, c'est parce que derrière les partis nationaux, il y a des partis régionaux. Voilà, donc et en plus, nous sommes une alternative à l'abstention, au vote extrême, pour toutes ces personnes qui sont déçues, pour ne pas dire dégoûtées, par la politique telle qu'elle est menée actuellement. On reviendra certainement sur la question de la fusion qui a été un des éléments aussi de la campagne. Pascal Jourdan-Pfeiffer, vos 45 secondes bonus. Voilà, je vous invite toutes et tous à voter pour l'UDI, qui est un jeune parti, qui est né en 2012, mais qui résulte du rassemblement des partis centristes. On s'est rassemblés derrière Jean-Louis Borloo. On est jeunes, mais en même temps, nous sommes aussi les héritiers traditionnels des centristes, en particulier des centristes alsaciens, comme Pierre Pflimlin. Mais nous sommes aussi ceux qui prônons avant tout la justice sociale. Nous ne sommes pas contre la création de richesses. Nous voulons soutenir les artisans, les entreprises, mais que les richesses produites soient réparties avec justice. Donc nous luttons contre l'artisanat, contre l'assistanat, et souhaitons vraiment que la richesse qui puisse être produite soit répartie de façon juste et égale, et que l'assistanat qui révolte énormément de monde soit vraiment examiné et regardé de très près. Nous prenons aussi le respect des valeurs familiales et des valeurs républicaines, et voter UDI, c'est aussi donner sa chance et donner vie à ce parti centriste qui est un allié naturel de l'UMP, mais qui représente aussi les valeurs humanistes et également des valeurs européennes. Alors on parlera de votre programme à chacun tout à l'heure. Éric Amier, vous représentez ce soir votre famille politique, l'UMP. 45 secondes aussi pour nous dire pourquoi est-ce qu'il faut voter pour votre famille politique, l'UMP. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en difficulté. On s'est rendu compte que les classes moyennes sont très en colère parce qu'elles n'arrivent plus à vivre. On a rencontré des familles où les deux travaillent, le mari, l'épouse, ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Il faut véritablement aider ces gens qui se lèvent tôt le matin et qui vont au travail
travail. Nous aussi, nous sommes pour l'assistance, nous ne sommes pas pour l'assistanat. Le RSA a montré ses limites. On est passé de 53 millions le RSA en 2007 à 160 aujourd'hui, compensé uniquement à hauteur de 53 par l'État. Il faut qu'il y ait une contrepartie à cette assistance de l'État. Nous voulons également venir en aide aux retraités. De plus en plus de retraités n'arrivent plus à boucler leur fin de mois, ont des problèmes pour payer leur loyer, leur retraite est constamment diminuée, leurs caisses de retraite sont en difficulté. Il est inadmissible que nos aînés qui ont travaillé toute leur vie se trouvent aujourd'hui en difficulté. Bien entendu, nous sommes également à l'UMP contre le gaspillage des deniers publics. Aujourd'hui, l'imposition est énorme. 103 impôts créés par François Hollande depuis qu'il a été élu. On n'en peut plus. Les assistants, les commerçants, les professions libérales, les salariés n'en peuvent plus. Il faut arrêter de les presser. Il faut aujourd'hui redonner de l'oxygène à tous ceux qui travaillent, à l'économie et bien entendu, il faut faire en sorte que l'économie puisse se développer, notamment par la voie des transports individuels et transports en commun. Voilà, vous avez fait déjà une partie du programme avec notamment aussi le RSA, on aura le temps d'y revenir. Audrey Münchenbach, on avait Jean-Georges Trouillet la semaine dernière, votre homologue dans le Haut-Rhin, et je lui demandais, voilà, qu'est-ce qu'il comptait faire. Il m'a dit supprimer le département. Est-ce que vous aussi, vous êtes pour la suppression du département ? Les réformes qui sont en cours sont loin d'être satisfaisantes. Et d'ailleurs, le Bas-Rhin illustre parfaitement la problématique les limites du département qui est confronté à l'Eurométropole, des compétences qui vont se superposer. On a vraiment l'impression qu'on est à mi-parcours d'une réforme qui pourrait être davantage de fond. Pour le moment, on s'est contenté de redécouper, de bouger les lignes, mais on n'a pas encore attribué les compétences. Et on parle aussi de simplifier le millefeuille, de réduire le nombre d'élus, le nombre de fonctionnaires, notamment territoriaux. Et on voit très bien que ce qui est en cours s'éloigne complètement de cet objectif. Et c'est à ce niveau-là qu'il faudrait intervenir. Et il me semble qu'effectivement, à terme, d'ailleurs c'est ce qui est prévu, les départements n'ont pas vraiment de sens, de pertinence, et que c'est plutôt l'échelle des pays qui serait intéressant. Donc ça veut dire que vous partagez dans un deuxième temps, je pense qu'il faut que la réforme doit être approfondie. C'est du débat, vous pouvez parler entre vous. La réforme doit être... Il ne faut pas vous présenter. Faut pas se présenter, madame. Mais en général, on se présente pour agir de l'intérieur et pour apporter son point de vue. J'avais dit que le Front National, c'était la technique du Front National notamment, d'être aux européennes, alors qu'ils sont fondamentalement, foncièrement anti-européens. Là, nous attendons la légitimité du suffrage universel pour faire avancer les dossiers. Pour l'heure, de toute façon, le conseil départemental est utile, puisqu'il a des fonctions, bien sûr, puisqu'il a des fonctions fondamentales, mais ce qui me paraît devoir être étudié, c'est le rôle des élus, puisque c'est en fait, le conseil départemental est un prestataire des services de l'État, et maintenant qu'on enlève la clause de compétence générale, les marges de manœuvre politique sont quand même très très étroite. Bien sûr, nous allons agir dans ces différents domaines de compétences en apportant des doses d'innovation, d'inventivité, et puis voilà. Mais la parole est à Pascal. Je vous arrête parce que c'est comptabilisé. Le département, c'est quoi ? C'est toujours une échelle pertinente. Vous y croyez tous les deux ? Depuis 2004, je suis conseillère générale. D'ailleurs, nous étions parmi les 3 seules femmes pendant un bon moment, ma chère voisine. Et le département, justement, a plus que jamais sa pertinence en ce moment face à la région géante. La proximité devient de plus en plus nécessaire aux citoyens. Les personnes qu'on reçoit dans nos permanences, et ça a été votre cas aussi, viennent avec toutes sortes de problèmes qui relèvent vraiment de la proximité. Je ne vois pas comment l'élu régional à Charleville-Mézières va pouvoir s'occuper du club de sport, parce qu'on va garder ses compétences, ou bien de la petite association culturelle à Saint-Amarin ou à Raon-l'Étape. Il n'en aura pas connaissance. Le département va rester, et le conseiller désormais départemental sera plus nécessaire que jamais, justement pour contrer
cet épouvantable, et là je suis d'accord avec vous, cet épouvantable redécoupage des régions. Et puis il y a ces compétences qui sont les nôtres et que nous allons garder, qui sont celles de la solidarité. J'ai bien aimé le reportage tout à l'heure sur les personnes âgées, mais il y a aussi tous les âges de la vie qui dépendent clairement des prérogatives du Conseil général. Du Conseil général, mais ça passe par tous les âges de la vie, la protection maternelle et infantile, les collèges. Donc vraiment, le Conseil général a plus que jamais sa pertinence, et je pense que si on n'y croit pas, il ne faut pas se présenter. Ah non, j'y crois bien sûr, mais je pense qu'il faudrait renforcer les compétences et les pouvoirs des différentes collectivités, celles qui sont proches du peuple, bien entendu. Mais je vous pose quand même la question de la relation entre l'Eurométropole et le conseil départemental du Bas-Rhin. On en parlera dans un instant. Éric Amier, le conseil, l'échelon départemental pertinent, à condition d'en avoir les moyens, c'est l'autre grand débat, c'est que les conseils départementaux sont de plus en plus étranglés financièrement. Pour moi, aujourd'hui, ce que veulent les Français, nos concitoyens, c'est une démocratie directe. C'est être en relation directe avec leurs élus. Or, les conseillers généraux, maintenant conseillers départementaux, c'est un petit peu les députés des cantons. C'est-à-dire qu'ils sont élus au suffrage universel, pas au scrutin de liste, où en fait, c'est le premier qui est élu, et puis les autres, on les connaît pas. Et regardez les conseillers régionaux, est-ce que vous les voyez sur le terrain? Les conseillers généraux, les conseillers départementaux sont sur le terrain. Vont voir les associations. Ils sont plus dans la proximité, sont dans la proximité, sont identifiés. Donc il y a un véritable suffrage universel, d'autant plus nécessaire qu'avec la grande région, effectivement, qui sera énorme, la proximité sera moindre. Donc ça me paraît très important d'avoir des élus de proximité. Un petit mot sur la lisibilité. Aujourd'hui, pour vous, Éric Amier, l'ennemi identifié, ça sera l'abstention, c'est le FN ou c'est le PS pour vous, UMP? Écoutez, l'important c'est d'aller voter. On souhaite que les électeurs votent pour l'UMP, qui est un parti républicain qui aborde les vrais problèmes, ceux qui sont soulevés aujourd'hui par nos électeurs lorsqu'on est sur les marchés, lorsqu'on tracte, lorsqu'on va dans les associations. Vous savez, je suis également maire, et quand je vois des mères de famille, et quand je vois des mères de famille me dire je ne m'en sors plus avec les revenus de mon mari, avec mes revenus, c'est un véritable problème. Et moi, j'ai envie de m'engager dans ce problème. Parce que lorsqu'on va à une caissière d'un supermarché avec 1100 € par mois, qui n'a aucun avantage à côté, qui n'a pas d'aide sociale supplémentaire parce qu'elle n'a plus aucun droit, ne plus s'en sortir et venir le dire aux élus, ça crée de la colère chez ces gens, chez classe moyenne qui sont complètement oubliés. Et c'est cet électorat que nous voulons aujourd'hui reconquérir. Moi, je ne suis pas d'opposant dans les partis politiques. Chacun vote pour qui il veut. Nous battons pour des idées. On ne se bat pas contre quelqu'un. On se bat contre des idées. Nous sommes un parti républicain. Je voudrais, Pascal Jordan-Pfeiffer, qu'on refasse un petit point sur l'Eurométropole. C'est pas le même cas que le Haut-Rhin. L'Eurométropole va phagocyter une partie des prérogatives du Conseil général. Qu'est-ce que vous répondez à cela? L'Eurométropole, pour l'instant, est en discussion avec le Conseil général et quelques blocs de compétences pourront et devront, par convention, lui être transférés. Mais nous avons jusqu'au mois de janvier, la période janvier-avril 2017, pour établir toutes ces conventions avec l'Eurométropole. Et très vraisemblablement, nous nous acheminerons vers un partage des compétences, et les gros volets, les gros blocs, comme l'APA, comme la protection de l'enfance en difficulté, comme le handicap, vont rester au Conseil généraux, puisque la loi tout récemment est passé en première lecture à l'Assemblée nationale. Également, les collèges devraient nous rester. Un paquet doit être transféré, mais ça donne l'objet de délibération et de discussion. Et ça devrait se passer bien. Mon voisin siège dans la coalition de l'Eurométropole, et nous, ça nous donne à l'UDI beaucoup d'espoir sur un partage équitable. Enfin, ça sera de toute façon pour nos concitoyens, dans leur intérêt, tout à fait nécessaire que et le Conseil général et l'Eurométropole se partagent un certain nombre de compétences. Mais vous avez raison de le souligner, il y a là encore des points qui ne sont pas tout à fait fixés. L'Eurométropole aura plutôt tendance à travailler comme à Lyon, à récupérer cette grande région ou cet énorme département. À Lyon, la métropole, donc il n'est pas Eurométropole, tout récupéré. Il n'y a plus de département, il n'y a pas d'élection cantonale. Est-ce qu'il y a un risque du coup
de déséquilibrer un territoire entre la ville-centre, l'agglomération-centre et puis le reste du département, en sachant que le Bas-Rhin est typique dans ce cas-là, puisqu'on a grosso modo la moitié de la population sur l'agglomération de Strasbourg et la moitié en rural. Est-ce qu'on ne va pas aggraver cette Le risque serait effectivement grand, qui est vraiment un département à deux vitesses, avec le côté métropolitain et très urbain et la campagne, mais on s'achemine pour l'heure dans les discussions qui ont démarré plutôt vers un partage. Vous savez, le social, c'est très lourd, ça coûte très cher, les dotations de l'État n'arrivent pas, et il n'est pas certain que nos collègues de l'Eurométropole, je regarde monsieur le vice-président, se battent pour récupérer toutes ces compétences sociales. Avec vous, André Münchenbach, vous avez bénéficié de la ferveur anti-ALCA, cette grande région. Il y a encore 2 semaines, vous recherchiez des candidats. Aujourd'hui, vous êtes présent dans 14 des 23 cantons avec des candidats 0 expérience. Comment vous allez faire ? Un début à tout, on commence sans expérience et puis on l'acquiert au fur et à mesure. Ça a été mon cas en 2004 puisque j'ai été élue, j'étais tout à fait novice et je pense avoir rapidement fait mes preuves. Quant à savoir si l'expérience est toujours à valoriser actuellement, la situation de l'Alsace est quand même dramatique et voilà, elle est en passe de disparaître. Et c'est grâce à des élus expérimentés qu'on en est là. Donc je pense qu'il est au contraire temps de renouveler un petit peu le personnel politique et d'amener des gens neufs, déterminés, qui ne cumuleront pas les mandats pour servir au mieux notre région. Et qui parlent alsacien ? Mais on ne s'est pas obligé, on peut être alsacien simplement sans parler l'alsacien. Notre définition est claire. De vraiment chance. On a puré. Écoute, ce serait triste parce qu'il n'y a plus que 3% de nos jeunes de moins de 17 ans qui parlent l'alsacien. Ce serait quand même un peu réduire le peuple alsacien numériquement. Non. J'ai un petit fils de 4 mois. Juste pour info, vous êtes à égalité parfaite en termes de chronomètre. Voilà, Mathieu. Est-ce que Unserland a vocation à devenir un parti du coup qui serait présent désormais dans les différents types de scrutins? Est-ce que c'est départemental? C'est un galop d'essai déjà pour la suite? Écoutez, nous avons vraiment vocation à être là parce qu'il faut défendre l'Alsace et nous le ferons à tous les niveaux. Donc nous espérons pouvoir empêcher encore par... Je vois vos 2 compères à table qui haussent les bras, voilà. Oui, donc du coup, il me faut perdre un peu les moyens. On ne veut pas lui faire perdre les moyens. Donc, oui, nous sommes un parti jeune, sans doute encore plus jeune que l'UDI, mais nous avons cet avantage d'être proche du peuple alsacien. D'ailleurs, on constate que lors des différents mouvements populaires dans la rue, il y a très très peu d'élus. Et donc, je pense qu'il y a effectivement un fossé qui se creuse entre la population et ses représentants. Ça s'est vu à l'Assemblée nationale. Et ça se voit aussi lorsque, par exemple, il y a une pétition qui circule et qui est signée très très spontanément par les gens et qui recueille pour le moment très peu de signatures d'élus. Et malheureusement, les réformes en cours ont tendance à éloigner les électeurs des centres de décision. C'est le cas pour l'ALCA. C'est pour ça ça nous paraît quelque chose de complètement antidémocratique. Déjà sur la façon dont ça a été imposé, mais aussi à cause de la difficulté, à cause de l'éloignement qu'il va y avoir entre les décideurs et ceux au service desquels ils devraient être. Et d'ailleurs, le redécoupage pour les cantonales est du même ordre. Ces grands cantons, bon, à la limite, dans le périmètre urbain, c'est moins gênant, mais dans le périmètre rural, des cantons qui sont regroupés par 4, alors que les enjeux territoriaux sont différents, je trouve que c'est une régression sur le plan démocratique et sur le plan de l'efficacité également. Voilà, vous êtes presque à 6 minutes. Voilà, André Münchenbach. Je comprends pas votre programme politique. En fait, votre seul axe de politique, c'est la défense de l'Alsace, ce que nous faisons tous. Nous sommes effectivement également pour le maintien de l'Alsace, pour la défense de sa langue, pour la défense de sa culture. Moi, à Wolfisheim, j'ai une école bilingue. Beaucoup d'enfants y vont. Mais j'ai essayé de connaître par vos documents votre programme politique directement en liaison avec le conseil départemental, et là on ne trouve rien, on aimerait un peu le connaître. C'est une priorité qui est liée au contexte. L'Alsace est en train de disparaître, c'est hyper grave historiquement. Donc on a mis ça en avant. C'est sujet unique, madame. Non, ce n'est pas le sujet unique, c'est l'angle d'attaque prioritaire. Vous êtes quasiment à vos 6 minutes. Je voudrais que vous ayez 30 secondes à la fin pour passer encore peut-être un message. Une petite question à vous, Éric Amier. Est-ce que vous êtes confiant pour ces élections? L'UMP, l'Alsace est majoritairement droite ou centre-droit. Quels sont vos objectifs pour ces élections 2015?
De gagner le maximum de cantons, et je suis effectivement très confiant lorsqu'on voit les sondages au niveau national. Il y aura une véritable vague bleue en France, et je pense que l'Alsace, bien entendu, y participera. Je reviens à ma question tout à l'heure. Est-ce que l'abstention ou le Front National, ce sont vos ennemis actuellement? En tout cas, c'est contre eux que vous luttez. Écoutez, l'abstention, oui, certainement, parce que moi je suis un démocrate et je pense que tout le monde doit s'exprimer, même les gens qui sont en colère. Quant au Front National, en Alsace, en tout cas dans le département du Bas-Rhin, il n'a aucune chance de remporter un siège. Et qu'est-ce qui vous différencie, Pascal Jourdan-Pfeiffer, de l'UMP avec l'UDI et votre programme? On est alliés, hein, je sais. La plupart des cantons. Je fais campagne avec un binôme. UMP. Mon binôme Jean-Philippe Maurer est UMP. Mais parfois vous êtes en opposition dans d'autres cantons, donc c'est vrai que parfois c'est pas toujours, il y a des UMP d'hiver droite d'un côté, des UDI d'hiver droite qui s'opposent. Ça dépend. Il y a un UDI Unserland aussi, hein. Il y a un binôme UDI Unserland. Il faudra nous dire comment ça va se gouverner tout ça, mais on en dira un mot. Je vous en parle. D'abord, mon binôme Jean-Philippe Maurer, qui est UMP, lui, a continué le combat contre la grande région, contre le redécoupage. Il est allé aux manifestations, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je suis plutôt plus européenne, plus grande région. J'aurais bien voulu, comme UDI, reflétant l'opinion de l'UDI, qu'on se marie, entre guillemets, éventuellement avec la Lorraine ou la Moselle. Donc voilà déjà quelque chose qui nous différencie tous les deux. Et nous sommes donc par ailleurs tout à fait en phase, mais nous sommes déjà sortants, élus chacun, lui UMP dans un canton voisin du mien. On a eu beaucoup de chance avec des problématiques semblables. Et là, dans cette campagne, très précisément, il vient d'ailleurs de l'UDF, c'est un ancien centriste. La différence entre l'UMP et l'UDI, nous ne la ressentons guère, si ce n'est au niveau de ce combat que lui mène pour encore se battre contre le redécoupage. Et dans la gouvernance, quand il y a un UDI et un Unserland, on fera comment? Dans la gouvernance du binôme, parce que ça marche par binôme homme-femme maintenant. Alors, nous, Unserland, nous ne savions pas, on a été un tout petit peu leurrés. On a effectivement 2 candidats Unserland dans le nord du département à qui nous avons donné l'investiture. Et nous n'avions pas vraiment conscience, je ne sais pas à quel niveau exactement ça s'est passé au moment de l'investiture, mais on a été un tout petit peu floués là-dessus, ceci dit. Et moi, je n'y suis pas. André est sympathique, ton collègue de Wissembourg, Michel Lorenz également. Donc, c'est certaines idées extrémistes qui ne sont pas tout à fait les nôtres. Mais moi, un de mes leitmotifs dans cette campagne, c'est le respect de l'adversaire. C'est vraiment de l'adversaire qui est un compétiteur. Donc, alors, je vais vous demander, puisqu'on me dit à l'oreillette que vous êtes tous à peu près bons. Voilà, je vais vous donner 15 secondes. À égalité en termes de temps. À égalité, oui, à égalité en termes de temps. Sans préjuger aucun pour le reste. L'autre table ronde se prépare, ça va être à eux maintenant de faire le point aussi sur leurs objectifs, leurs priorités sur le Bas-Rhin. 10 secondes, un petit mot, André Münchenbach, les élections, vous appelez à voter? Pour Unserland, bien entendu, et au deuxième tour. Voilà, dans le maximum de cantons possible. Voilà, Pascal Jourdan-Pfeiffer. J'espère pouvoir continuer à exercer mes fonctions avec mon binôme UMP, que l'UDI fasse le meilleur score possible et qu'on puisse continuer à porter nos valeurs, et que surtout les électeurs gardent les pieds sur terre et ne s'amusent pas avec cette élection à donner des leçons parce qu'ils risqueraient de regretter. Votez pour nous. Éric Amier. Je voudrais dire aux classes moyennes... Vous avez 15 secondes de plus. Nous avons compris votre colère. Nous allons vous défendre de tout notre cœur. Voilà, c'est le message qui est passé. Merci d'être venu sur le plateau d'Alsace.